Nous avons le plaisir, pour continuer cette commission d'enquête, à accueillir cet après-midi Monsieur Xavier Laurent Salvador, maître de conférence en langue et littérature médiévale à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et vous êtes professeur agrégé de lettres modernes. Vous êtes accompagné de Samuel Mayol. Bonjour à tous les deux. Je vous dis quelques mots sur cette commission d'enquête, mais comme vous avez suivi la série, vous avez visionné les épisodes précédents, donc je vous apprendrai rien. Cette instance a été créée par le Sénat à l'initiative du groupe Les Républicains, qui en a confié le rapport à la sénatrice Laurence Garnier. Et son objectif est d'identifier les leviers permettant d'améliorer la qualité du service public de l'enseignement supérieur dont l'université constitue le socle. Fin de citation. Il est essentiel pour nous de recueillir votre parole et notamment sur vos expériences concrètes de terrain. C'est ce qui nous... Monsieur le Président, merci infiniment. Merci donc de me donner la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis donc maître de conférence habilité à diriger les recherches à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je m'exprime aujourd'hui non comme représentant ni d'un courant politique ni d'une organisation partisane, mais comme universitaire exerçant depuis plus de 20 ans au sein de l'enseignement supérieur français, ayant participé à ces instances de gouvernance et observé ces transformations récentes. En tant que médiéviste linguiste, je suis le produit académique de l'université. L'ancien français est dans le panorama des études de lettres la seule discipline qui ne soit enseignée nulle part ailleurs qu'à l'université. Le paradoxe français, il est le suivant. La question qui nous réunit aujourd'hui est celle de l'excellence académique. Je souhaiterais cependant partir d'un paradoxe. Lorsque nous parlons d'excellence académique, nous parlons rarement de l'université elle-même. Pourtant, les 71 universités françaises accueillent plus d'1,7 million d'étudiants. Elles assurent l'essentiel de la formation doctorale du pays, produisent une part déterminante de la recherche fondamentale, maintiennent une présence intellectuelle sur l'ensemble du territoire national. Elles accomplissent ces missions avec les droits d'inscription parmi les plus faibles du monde développé, souvent inférieurs à quelques centaines d'euros par an. Autrement dit, l'université demeure l'infrastructure principale de la République savante. Or, depuis plusieurs décennies, la France a progressivement déplacé hors de l'université une partie des fonctions qui fondaient historiquement son autorité. Les filières les plus sélectives recrutent ailleurs, une partie de la formation des enseignants s'organise ailleurs, certaines certifications sont délivrées ailleurs. Et j'ajouterais même qu'une partie de plus en plus grande des orientations scientifiques est définie dans d'autres lieux de décision. Or, l'université n'est pas seulement un lieu où l'on transmet des savoirs, c'est le lieu où une société, dans son ensemble, décide quel savoir mérite d'être transmis à la génération suivante. Nous avons ainsi construit un système singulier dans lequel l'institution chargée de former le plus grand nombre n'est plus toujours celle à laquelle sont spontanément associées ces représentations de l'excellence. La preuve en est aujourd'hui que les meilleurs élèves peuvent aujourd'hui suivre plusieurs années d'études dans le supérieur sans jamais rencontrer les chercheurs qui produisent les savoirs que l'institution leur demande pourtant d'apprendre dans les livres écrits par ces mêmes chercheurs qu'ils ne rencontrent pas. Les difficultés actuelles de l'université française ne résultent pas seulement d'un manque de moyens ou de tensions idéologiques, elles tiennent surtout à une perte progressive de souveraineté académique, c'est-à-dire à une dissociation croissante entre les fonctions de formation, de certification, de recrutement scientifique et d'orientation de la recherche. L'université ne se contente pas de transmettre des savoirs, elle décide aussi à travers ses disciplines de ce qui mérite d'être transmis. C'est une affaire d'épistémologie. De quoi s'agit-il? Rien d'autre que la catégorisation des savoirs qui constitue la tête bien faite d'un jeune citoyen en âge de voter. La magie fait-elle partie de ces catégories? S'il devait arriver un jour qu'une discipline fictive appelée magie fût progressivement reconnue comme discipline universitaire, dotée de master, de doctorat et de poste, il faudrait tôt ou tard former ses enseignants, créer ses concours et l'introduire dans les programmes. L'université d'aujourd'hui est l'école de demain. C'est pourquoi l'agrégation a toujours été la pierre angulaire du dispositif universitaire. L'agrégation, en effet, n'est pas seulement un concours de recrutement, elle constitue historiquement le point de jonction entre l'université et l'école. Les disciplines qui disposent d'une agrégation occupent à cet écart une place particulière, puisqu'elles participent directement à la définition des savoirs transmis à cette génération.
Les institutions académiques ne sont pas parfaites, mais lorsqu'elles assument pleinement leur rôle, elles constituent souvent les meilleurs remparts contre les effets de mode intellectuel et les pressions idéologiques. Lorsque Tariq Ramadan a voulu trouver un poste à l'université en Europe, il n'a pas pu le faire en France, tout simplement parce que le CNU a joué son rôle protecteur des institutions. Il est important de préserver le rôle de ces institutions tout en renforçant le contrôle étatique sur les dites institutions. La perte de souveraineté académique. Tout d'abord, la perte de souveraineté scientifique. Pendant longtemps, la légitimité scientifique provenait principalement de la discipline, de l'évaluation par les pairs et des mécanismes académiques de recrutement. Depuis une vingtaine d'années, un second principe de légitimation s'est progressivement développé, celui des financements orientés. Une partie croissante des ressources de la recherche dépend désormais de programmes définissant des priorités thématiques, des objectifs sociétaux, des enjeux transversaux. Quelques chiffres très simples. Le 7e programme cadre, FP7 pour la période 2007-2013, c'est 50 milliards d'euros. H2020, c'est 80 milliards d'euros. Horizon Europe 21-27, c'est 95,5 milliards d'euros. Le Conseil européen de la recherche, ERC, c'est 16 milliards d'euros sur la période 21-27. Il semble évident que l'échelle de décision s'est déplacée. Plus le financement est orienté, plus il influence les objets de recherche. En 20 ans, nous sommes passés d'un programme cadre européen de l'ordre de 50 milliards d'euros à un programme Horizon Europe dépassant aujourd'hui 95 milliards d'euros. Cette évolution traduit un changement d'échelle considérable dans la capacité des institutions européennes à orienter les politiques scientifiques et les priorités de recherche. Plus le volume de financement orienté augmente, plus la définition des thèmes éligibles, des mots-clés, des priorités stratégiques et des critères d'évaluation devient un enjeu académique majeur. Et le problème n'est pas en réalité que l'Europe finance la recherche. Le problème est de savoir qui définit les priorités scientifiques lorsqu'une part croissante du financement dépend de programmes orientés. Or, nous avons progressivement évolué vers une définition plus administrative des priorités scientifiques, sans que soient toujours pleinement prises en compte les spécificités nationales des systèmes universitaires ni l'organisation disciplinaire. Les chercheurs ont progressivement perdu une partie de leur capacité collective à déterminer eux-mêmes les priorités de leur recherche et ils sont progressivement conduits à intégrer dans leur stratégie scientifique les priorités définies par les dispositifs de financement. Cette évolution modifie mécaniquement les dynamiques de recrutement, de formation doctorale et de structuration des équipes de recherche. Dans de nombreux secteurs, les recrutements tendent alors à suivre prioritairement les logiques de labellisation et de financement des équipes plutôt que les besoins propres de l'enseignement ou de la recherche. Pour le dire de manière abrupte, autrefois, l'excellence universitaire reposait sur une hiérarchie simple qui partait de la discipline, structurée par les concours jusqu'au doctorat, pour remonter jusqu'à la communauté savante par le biais de l'évaluation par les pairs. Aujourd'hui, certaines approches thématiques ou transdisciplinaires tendent à entrer en concurrence avec les cadres disciplinaires traditionnels, notamment lorsqu'elles correspondent plus directement aux catégories mobilisées dans les appels à projets, quand elles ne se constituent pas ad hoc pour valoriser leur identification au sein de clusters de recherche par objectif fondés sur des priorités thématiques. Il ne s'agit pas de condamner cette évolution, il s'agit de constater qu'elle modifie profondément les conditions d'exercice de la souveraineté académique et donc de ce que vous appelez encore l'excellence. Une démocratie peut légitimement définir des priorités de recherche, mais elle doit évidemment veiller à ce que les chercheurs conservent la capacité de définir eux-mêmes une part significative des questions qu'ils jugent importantes, sans que cette souveraineté académique n'apparaisse comme une concession, voire comme un moindre mal. La souveraineté institutionnelle, de son côté, est mise à mal. On demande à l'université de tout faire, former, intégrer, certifier, accueillir, professionnaliser, internationaliser, démocratiser. Mais on ne finance ni ne gouverne aucune de ces missions de façon cohérente. La souveraineté académique ne dépend pas uniquement des disciplines ou des mécanismes de financement. Elle repose sur des formes de gouvernance capables de maintenir une cohérence entre les missions confiées à l'université et les moyens dont elle dispose pour les accomplir. L'autonomie des universités avait pour ambition de rapprocher la décision du terrain. Elle a produit des effets contrastés. Dans de nombreux cas, elle a renforcé la capacité d'initiative des établissements, incontestablement, mais elle a contribué à une fragmentation croissante du paysage universitaire. Les établissements sont désormais soumis à une multiplicité de procédures d'évaluation, d'appels à projets, de mécanismes de reporting, je cite, qui mobilisent une part croissante de leurs propres ressources humaines. Une activité entière s'est développée autour de la gestion des indicateurs, des réponses aux appels à projets, et des procédures d'accréditation.
Cette bureaucratisation progressive détourne une partie des énergies de leur objet premier, à savoir l'enseignement et la recherche. Cette évolution s'accompagne d'une difficulté plus profonde. Les universités demeurent juridiquement autonomes, mais les structures de décision qui les encadrent se sont multipliées. Agences d'évaluation, financeurs nationaux ou européens, dispositifs réglementaires et exigences administratives interviennent désormais dans la définition des priorités académiques et donc de l'évaluation de l'excellence. L'autonomie proclamée se traduit parfois par une dépendance accrue à l'égard de mécanismes extérieurs de pilotage. Cette situation appelle une réflexion sur la gouvernance elle-même. L'université ne saurait être administrée comme une entreprise ni abandonnée à une logique gestionnaire. Elle exerce une mission de service public qui justifie à la fois une autonomie scientifique réelle et une exigence élevée de transparence dans l'utilisation des fonds publics. Cette exigence pourrait conduire à renforcer la présence des compétences administratives et financières de l'État auprès des exécutifs universitaires qui sont aujourd'hui en partie abandonnés. La question de la formation illustre particulièrement cette difficulté. Depuis plusieurs années, les universités sont encouragées à décrire leurs diplômes en termes de compétences. Cette orientation est légitime. Elle demeure cependant paradoxale lorsqu'elle n'est pas articulée aux besoins réels des recruteurs professionnels concernés. Les référentiels de formation sont élaborés sans dialogue avec les branches professionnelles. Il en résulte un décalage croissant entre le vocabulaire de l'université et le vocabulaire des métiers, au bénéfice d'établissements privés qui apparaissent du coup plus lisibles aux yeux des recruteurs, tout simplement parce qu'ils emploient les mots des métiers. Enfin, l'université assume aujourd'hui des missions considérables d'intégration académique et culturelle. Dans certaines formations, la proportion d'étudiants étrangers atteint des niveaux très élevés. Pour ne citer qu'une université parmi d'autres en région parisienne, 27% dans le LMD, 37% au niveau master, sans que les moyens nécessaires à leur accompagnement, linguistique, méthodologique, soient toujours prévus. Cette situation crée une tension permanente entre l'ambition d'ouverture internationale et les capacités réelles d'encadrement des établissements. Une politique cohérente de souveraineté académique suppose que les missions confiées à l'université soient effectivement financées et accompagnées. Ces débats contemporains, modernes, qui plus est, affectent la science, la discipline et voit la manifestation d'idéologies paradoxales. Les débats contemporains sur le genre, la race, l'intersectionnalité ou les théories critiques ne doivent pas être compris seulement comme l'irruption d'idées nouvelles. Ils révèlent également une transformation des mécanismes de légitimation scientifique. Certaines approches thématiques ont progressivement acquis une visibilité institutionnelle disproportionnée par rapport à leur enracinement disciplinaire traditionnel, notamment parce qu'elles correspondent davantage aux catégories mobilisées par les dispositifs contemporains de financement. Ces approches tendent à substituer progressivement à des catégories disciplinaires stabilisées des catégories d'avantages fondées sur l'expérience, le vécu ou la finalité sociale de la recherche. Leur diffusion au-delà de leur champ d'origine favorise alors la constitution d'agrégats disciplinaires dont les contours demeurent incertains. C'est là sans doute que se situe le point névralgique des frictions permanentes entre studies et discipline. Un déplacement progressif du centre de gravité de l'analyse depuis les procédures de vérification propres aux disciplines vers des catégories d'avantages fondées sur l'expérience vécue, l'engagement, la finalité sociale. L'université a toujours connu des débats intellectuels, philosophiques et politiques. Ce qui change aujourd'hui n'est pas l'existence de ces débats, mais la manière dont certaines catégories d'analyse tendent parfois à se soustraire aux mécanismes de la critique disciplinaire. Cette évolution touche à l'un des fondements de l'éthique scientifique. Toute discipline repose sur une distinction essentielle entre la personne du chercheur et l'objet de sa recherche. L'objectivité n'est pas une posture abstraite, elle constitue la condition même de la discussion rationnelle. Une discipline scientifique repose sur une idée très simple, le droit et la possibilité permanente d'avoir tort. Si l'on me démontre aujourd'hui que mes travaux sur la Bible historiale reposent sur une erreur d'interprétation, je serai déçu, mais je serai conduit à réviser mes conclusions, j'aurai appris quelque chose. C'est la progression du savoir qui suppose précisément cette disponibilité à la réfutation. La situation est différente lorsque certaines démarches tendent à faire de l'expérience personnelle, du vécu, de la conviction, de la foi, l'engagement du chercheur, une composante centrale de sa démonstration.
Dans ce cas, la critique de l'analyse peut être perçue comme une mise en cause de la personne elle-même. L'erreur scientifique cesse alors d'être une étape normale pour devenir une atteinte identitaire, non pas à ce que tu sais, mais à ce que tu es. Cette évolution contribue à expliquer les crispations contemporaines du débat académique. Le problème n'est pas l'existence d'idées nouvelles. Il apparaît lorsque l'adhésion à certaines catégories devient un préalable implicite à l'accès au financement, au recrutement ou à la reconnaissance académique, ou lorsque l'engagement personnel du chercheur tente à prendre le pas sur les procédures de vérification scientifique. Si l'on prouve qu'ils ont tort, on met en danger non pas leur représentation, mais leur personne même, leur pathos, leur identité. Ces chercheurs perdent le droit d'avoir tort. Le wokisme n'est pas la cause principale, il est le symptôme visible d'une transformation plus profonde des mécanismes de légitimation académique et le refus d'avoir tort. Le questionnaire que vous m'aviez transmis s'inquiétait des pistes de réforme. Je ferai quelques esquisses. Il faut, de manière générale, rendre à l'université la maîtrise de ce qu'elle enseigne, de ce qu'elle certifie et de ce qu'elle recherche. Les tensions s'apaiseront d'elles-mêmes dès lors que l'université, légitimée, centrale, sur un socle disciplinaire incontestable, retrouvera le socle de ses enseignements et de ses prospections. Je proposerai 6 pistes à la Commission. La première, restaurer la centralité certificative de l'université. Aucun diplôme reconnu nationalement ne devrait être complètement détaché d'une université. Ensuite, réhabiliter les disciplines. Une démocratie doit savoir quel savoir elle considère comme fondamentaux et adopter une hiérarchie des disciplines. 3. Consolider le contrôle étatique des institutions de régulation académique. Les institutions académiques ne sont pas parfaites, mais elles demeurent les meilleurs remparts contre les effets de mode. 4. Réformer la gouvernance, moins de procédures, plus de responsabilités, transparence des fonds, simplification, participation étudiante réelle. 5. Repenser la relation formation-emploi au sein des universités. Une formation universitaire ne devrait pas être décrite uniquement à travers des compétences abstraites, mais à travers des réalités professionnelles. 6. Faire de l'intelligence artificielle un levier de démocratisation exigeante. Pendant longtemps, l'université de masse et l'excellence ont été perçues comme contradictoires. L'intelligence artificielle offre peut-être la possibilité historique de concilier les deux. Nous avons passé 20 ans à opposer excellence et massification au détriment de l'université. L'intelligence artificielle est peut-être la première technologie qui permettra enfin à un enseignant de parler à 1000 étudiants comme s'il ne parlait qu'à un seul. De façon plus générale, l'université française ne manque ni de talent, ni de chercheurs, ni d'idées, encore moins d'étudiants. Elle manque parfois de cohérence institutionnelle. Restaurer sa souveraineté académique, ce n'est pas revenir en arrière, c'est lui permettre d'aborder les transformations technologiques à venir depuis une position de confiance plutôt que de dépendance. J'ai dit de mes compétences. Et effectivement, on confond souvent militantisme et science. C'est ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, dans le cadre des appels à projets, je voudrais peut-être quand même préciser qu'un premier élément d'émancipation serait l'information de la Commission européenne du mode de fonctionnement des disciplines françaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à un monde technocratique. Ça a des qualités. Hein. Quand je dis technocratique, je ne veux pas l'accabler. Je veux dire, c'est une administration qui n'a pas les mots de l'université française. Tout simplement parce qu'elle ne s'en soucie pas, parce que cette technocratie est anglo-saxonne, parle l'anglais, et que la France n'y pratique aucun lobbying. Nous n'y sommes pas représentés, ni en tant que chercheurs, ni en tant que communauté scientifique. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de lutter contre les mécaniques de ce financement, mais il s'agirait peut-être de s'en saisir et d'y participer pleinement. Enfin, je pense qu'une des premières missions de souveraineté nationale que devrait se fixer aujourd'hui l'État serait celui d'accompagner cette modification en, d'une certaine façon, atténuant un peu les effets de cette lutte entre d'un côté la common law et de l'autre le droit continental. Lorsque je dis également que on ne doit pas faire une concession, c'est-à-dire que la liberté académique n'est pas une concession
faite aux chercheurs vécue comme un moindre mal. C'est la condition même de l'état de recherche. Donner son autonomie, sa légitimité aux chercheurs au sein d'une école doctorale, par exemple, favoriser le recrutement de chercheurs, donner le temps de la recherche, ce sont des choses qui sont fondamentales. Enfin, Vous avez récemment fait état de pression à l'égard d'enseignement-chercheur et de l'instrumentalisation des instances disciplinaires de l'université. Oui, alors je suis président d'une association qui donc s'appelle le Laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines, le LAIC, et qui anime donc l'Observatoire du décolonialisme depuis maintenant presque alors officiellement depuis 2021, et le premier ouvrage que nous avions publié avec Jean Slamovitch à l'époque donc date de 2017, ce qui marque à peu près la naissance de cette fédération d'enseignants-chercheurs qui nous étions regroupés dans le but de documenter ce que nous vivions déjà à l'université. Et à l'occasion d'une conférence à laquelle nous avions été invités pour donner conférence donc en Sorbonne, quelle n'avait pas été notre surprise donc en 2017 de découvrir qu'une vingtaine de collègues avaient manifesté auprès du président leur volonté d'interdire notre intervention en séminaire doctoral, au titre que nous n'étions ni légitimes ni capables de parler de l'écriture inclusive, puisque nous ne la pratiquions pas. Donc la boucle était bouclée, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas être linguiste, voilà, c'en était fini de nous. Et à ce moment-là, on s'était rendu compte que finalement, notre légitimité, nos études, tout ça, ça ne comptait vraiment pas, puisque nous ne manifestions pas notre idéologie, et donc nous avons constitué cette association qui peu à peu a pris un peu de place, notamment nous publions tous les ans, depuis maintenant 5 ans, un rapport sur ce que nous appelons la pénétration des idéologies identitaires, mais qui est un rapport, pour citer les collègues, matter of facts. Donc, nous ne commentons pas, nous documentons, ce qui nous permet d'avoir sur un mois des communications que nous pouvons recevoir comme alerte ou comme veille. Donc recadré en tant que revue, livre, appel à colloque, etc. 1er février, publication en revue, pratique féministe et queer de la micro-édition. Séminaire le 3 février du cluster gender, sexisme, penser les racines du mal. 3 février, rencontre avec l'auteur, les gens fluides de Jeanne d'Arc au sein de Trans. 4 février, imaginaire queer, transgression religieuse et culturelle à travers l'espace et le temps. 4 février toujours, femmes, féminisme, genre, sexualité, nouveaux enjeux dans les études littéraires. 5 février, annonce de publication en revue, écriture inclusive non genrée, comment la mettre en œuvre tout en restant accessible. 7 février, CNRS, philosophie et féminisme. Appel à communication pour un colloque, corporéité féministe et queer dans les pratiques circassiennes et performatives. 14 février, annonce de publication d'articles dans les coulisses du désir spontané, sexualité hétérosexuelle, travail des femmes et ordre du genre. 15 février, annonce de publication d'articles, incarner l'autorité arbitrale dépend-il du genre, théorie et pratique de l'écoféminisme, genre et subjectivité, enjeux épistémologiques et didactiques, étudier la littérature lesbienne, une gouine et une folle enquête en territoire hétérosexuel, danse et workshop dans le cadre du mois du genre, publication d'un numéro de revue sur la féminisation des noms et des constructions des stéréotypes sur les voix trans et féministes en musique, sur la douleur chronique comme enjeu féministe, ou la traduction d'un article sur les discours anti-trans dans la médecine, Gender News, une approche computationnelle des écarts de représentation de genre dans la presse française. J'arrive assez rapidement au 21 février, mais parce que je n'étais là que sur les appels à contribution. Je peux revenir au 3 février maintenant pour les colloques. 3 février, art et décolonialité. 3 février, enjeu du présent, nom du passé, qui peut parler de quoi? Les études décoloniales d'Amérique latine et des Caraïbes, etc. Larvé. La plupart des pressions subies par les collègues sont des pressions liées au mode de sélection et d'élection dans les universités. Les carrières dans l'université, et c'est tout à fait légitime, sont gérées par les pairs. Nous sommes élus à nos différents postes, nous sommes élus à nos promotions, nous sommes élus à nos postes. Et il est évident que c'est intériorisé par beaucoup de collègues comme une menace permanente si jamais ils sortent de ce qu'ils identifient comme étant le phénomène majeur ou le phénomène qui conditionne leur autonomie au sein de leur université. Ça se traduit, si vous voulez, par ces milliers de rencontres de collègues qui viennent nous voir, je parle de tous les collègues, pas que de moi, mais qui viennent nous voir en disant « Vous avez raison, moi je ne peux rien dire, mais dès que je suis à la retraite, je vous rejoins. » Voyez, il y a des pressions plus fortes qui sont celles vécues par les collègues au sein de leurs unités de recherche, laboratoires, écoles doctorales, dans lesquelles on refuse explicitement les élections de budget, les élections de doctorants, au titre, tout simplement, du fait qu'ils n'appartiennent pas à la mouvance qui porte certains projets. Ce n'est pas forcément... voit de plus en plus utilisé par les présidents d'université qui nomment les membres de la commission disciplinaire, les commissions disciplinaires utilisées comme des substituts
d'une justice immanente. Également, les commissions disciplinaires sont utilisées parfois comme des outils de pression idéologique. Les membres des commissions sont en quelque sorte affiliés aux élections et sont donc affiliés au président des universités, qui voit dans la commission disciplinaire souvent un moyen de faire régner l'ordre dans l'établissement. Je ne présuppose pas, si vous voulez, que tous les procès sont politiques. Je pense que c'est aussi une façon de parer l'urgence parfois. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nous avons, nous, dans l'Observatoire, 10 commissions disciplinaires en cours, ce qui nous a amené d'ailleurs à créer une association de défense de la liberté académique, la DLA, qui finance en partie les frais d'avocat, puisque c'est la même université qui mène les poursuites disciplinaires contre un collègue, qui refuse la protection fonctionnelle, mettant parfois certains collègues dans des situations financières absolument sidérantes. Enfin, nous avons 3 dossiers de collègues dont les frais d'avocat s'élèvent à plus de 60 000 € et qui n'ont jamais été en situation de pouvoir rentrer dans leurs fonds et qui n'ont jamais bénéficié de la protection fonctionnelle. Il est évident que cela incite à la modestie et à la discrétion. Lorsque nous avons, par exemple, un collègue qui est accusé de sexisme pour être sorti trop tard de sa salle de cours avec 5 minutes de retard alors qu'une collègue devait lui succéder, qu'elle lui a fait une réflexion et qu'il lui a répondu sur un ton un peu violent qu'elle n'avait qu'à attendre dans le couloir et de se retrouver mise à pied et effacé de tous ses cours. Voilà, dans l'université parisienne, voilà, c'est un dossier. C'est le cas d'un autre collègue qui dirige un master et qui, sur la base de dénonciations très tardives, se retrouve mis à pied de son master, de ses enseignements, à 2 ans de la retraite, sous couvert de commission disciplinaire, alors qu'aucune autre démarche n'est entreprise par personne contre lui. Et voilà, ce sont ces fonctionnements-là qui ne sont pas médiatiques, qui sont insaisissables parce qu'ils relèvent de ces fonctionnements de communauté, de groupe qu'on doit retrouver dans l'entreprise, j'en suis certain, qu'on retrouve dans l'université également, mais dans l'université, ça devient un comportement institutionnel qui est porté par la voix d'un président. La chose est différente, voyez. Et donc aujourd'hui, il y a un signal d'alarme à tirer. Merci. Oui, je ne sais pas combien de personnes regardent cette audition, mais moi je suis édifiée par ce que je viens d'entendre. Enfin, en fait, je n'imaginais même pas qu'on pouvait produire autant de travaux dont je ne suis pas certaine de l'intérêt pour la conduite de la nation, financés par nos impôts, tous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais en faire autant. Alors qu'on, dans tout un tas d'autres disciplines, on arrête et on manque de crédit pour la recherche. Enfin, je pense que c'est pas devant le rapporteur et le président ou deux membres de la commission de la culture qui pourront me dédire sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, on a quelques petites lacunes. Mais je voudrais poser une question peut-être beaucoup plus terre à terre, pragmatique. Vous avez fait il n'y a pas très longtemps une tribune incitant à enseigner le plaisir de lire. J'ai mené un certain nombre de travaux au Sénat sur des sujets divers et variés, notamment dans le cadre de la délégation à la prospective. Et j'ai le sentiment que là, on est en train d'ajouter un nombre de blocs dans l'enseignement du niveau collège et du niveau lycée qui, finalement, comme on n'a pas... Enfin, j'ai pas lu qu'on augmentait le temps de scolarisation, enfin de présence dans les établissements scolaires des élèves. Je me demande juste ce qui va rester pour l'enseignement des matières classiques. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, à la rentrée scolaire, normalement, désormais, l'éducation aux médias et à l'information, qui est censée être enseignée depuis les années 1980, va faire l'objet d'un programme qui a été validé et d'un module spécifique au même titre que les VARS. Le ministère de l'économie et des finances a communiqué en grande pompe au mois d'avril ou au mois de mai pour dire qu'allait désormais être introduit un cours d'initiation à l'économie, qui n'est pas le module de sciences économiques, mais pour tous les élèves. Alors, là aussi, on était très mauvais. Mais, et je pourrais faire une liste comme ça d'un catalogue de tout ce que nos enfants sont censés apprendre au collège. Et comment est-ce qu'on peut concilier ça avec effectivement enseigner le simple plaisir de lire, revenir à des classiques. Et est-ce que finalement ce que vous observez plus tard à l'université n'est pas la conséquence aussi de ces choix qu'on fait sur le collège, sachant qu'en plus que les étudiants que vous voyez aujourd'hui sont des jeunes qui étaient au collège il y a 10 ans. Donc eux, ils n'ont pas eu ni le MI, ni les VARS, ni le module d'éducation financière, ni tout ce que je ne connais pas encore et que je vais découvrir si je prolonge mes travaux.
Voilà, ma question est très pragmatique, mais en fait, ce que vous m'avez dit me sidère, en fait, comme maman de personnes qui iront certainement un jour faire des études supérieures. Je me dis, mais où est-ce qu'on peut les emmener pour qu'ils apprennent des choses simples pour la vie de tous les jours, qui contribuent ensuite au pays? Monsieur Salvador, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Vous avez parfaitement raison. C'est tout à fait. Alors, la tribune que j'ai signée sur le plaisir de lire, le titre était des journalistes. Moi, j'ai dit que je critiquais dans la tribune le fait qu'aujourd'hui, on assigne au livre et à la lecture des missions qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire qu'on a glissé progressivement dans l'école d'un enseignement de savoir à un enseignement de comportement, qui est en réalité un enseignement de morale, mais une morale qui ne dit pas son nom et dont personne ne veut revendiquer ni assumer le fait qu'elle dit explicitement qu'elle doit justement préparer à ça. Dans l'université aujourd'hui, nous, le constat que nous faisons, et ça pour le coup, je pense que c'est un consensus, et tous les collègues qui me regarderont, je les salue bien volontiers, s'accorderont pour dire qu'aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, les étudiants qui nous arrivent ne savent pas lire et ne savent pas écrire. Enfin, je vous ferai, pour la première année, moi, toute une promotion d'étudiants de L1 ne dépasse pas 8, mais non pas sur des critères de contenu disciplinaire, mais sur des critères de maîtrise orthographique et de maîtrise lexicale. On en est dans les couloirs, les gens ne parlent que de créer des années tampons, 1 année de tampon, 2 années de tampon, 5 années de tampon entre l'université et le lycée. Les collègues rêveraient de revenir à une université qui soit une université d'étudiants émancipés qui parlent couramment le français. Ça n'est pas le cas là aujourd'hui, et c'est justement ce que j'expliquais à force d'avoir démultiplié les pistes dans le supérieur, les bons étudiants ne viennent pas à l'université rencontrer les bons chercheurs qui écrivent les bons livres qu'ils devraient lire. Donc on a réussi ce tour de force que des étudiants mal formés viennent dans l'université, pendant que des élèves bien formés, eux, s'acharnent à essayer de contourner le système. Tout ça est une gabegie gigantesque. Et oui, vous avez raison, chaque fois qu'on ajoute un module dans le secondaire ou dans le primaire, EVAR dans le primaire et VARS dans le secondaire, il ne faudrait pas tellement se poser la question de ce qu'on ajoute en plus, mais de savoir ce qu'on enlève en réalité. Et aujourd'hui, ce qu'on enlève, ce sont des savoirs fondamentaux. Si je prends l'éducation à la vie affective et relationnelle, puisque vous avez cité le mot d'EVAR, aujourd'hui, je pense qu'il vaudrait mieux apprendre à des enfants à avoir les mots et la richesse du vocabulaire pour mettre des mots sur les relations affectives, connaître la nuance peut-être entre amour, affection, fraternité, agapé, je ne sais pas. Mettez dans les vies relationnelles tout ce que vous estimez qu'il doit y avoir, famille, comprendre les nuances qu'il y a entre tous ces mots, et ce serait beaucoup plus utile pour des enfants que d'être initiés brutalement ou frontalement à des notions que les adultes ne maîtrisent même pas eux-mêmes. Voilà, donc là, et évidemment que nous héritons d'un public qui rentre dans nos rangs avec parfois une vision biaisée de ce qu'est la recherche, des compétences lexicales et des compétences orthographiques qui ne sont pas là et qui prétendent ensuite vouloir faire des études auxquelles ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas prétendre. Il ne faut pas prendre cette jeunesse pour ce qu'elle n'est pas, elle sait très bien qu'on lui ment et nous lui mentons. Voilà, il faut le savoir. Et nous le faisons avec un cynisme qui ne nous honore pas. Rendons à notre jeunesse la maîtrise de sa langue, de sa culture, et offrons-lui les moyens de s'épanouir dans ce monde commun. Je dis ça de manière très, très brutale, parce que je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse nous en veut de ne pas le faire, et la critique sous-jacente qui est adressée à l'école comme à l'université, qui serait de dire que finalement, enseigner, c'est coloniser les esprits, or coloniser, c'est mal. Donc, enseigner, c'est mal, enseigner les savoirs. Cet aphorisme-là est destructeur, c'est lui qui justifie qu'on soit passé d'une école des savoirs à une école des comportements. Résultat, on n'a ni les savoirs, ni les comportements. Et dans l'université, on ne peut pas en vouloir à notre jeunesse de se révolter contre un système qui l'emmène dans le mur. Dans mon propos liminaire, j'ai insisté sur l'idée d'une hiérarchie des disciplines. Mais je pense que la hiérarchie des disciplines, alors je sais que le mot hiérarchie, il faut parler de projet. Le projet des disciplines commence déjà peut-être par reconnaître et identifier les savoirs fondamentaux. En ne hiérarchisant pas les savoirs, en ne reconnaissant pas, par exemple, qu'il faut avoir
Il faut avoir appris à lire pour beaucoup lire, qu'il faut beaucoup lire pour être cultivé, que l'expérience de l'autre, ça passe par la littérature, parce que la littérature, c'est... J'écris beaucoup d'articles pour dire que nous sommes les avocats des morts. C'est la pensée de la rencontre avec une civilisation par-delà la mort, et c'est ça, l'éducation à la connaissance de l'autre. C'est pas en allant toucher les autres qu'on apprend qui sont les autres. C'est en lisant des livres qu'on apprend qui sont les autres. Sinon, on n'apprend rien. Lisez Montaigne, vous en saurez plus sur qui sont les gens que si vous allez toucher des gens pour vérifier qu'ils existent. En revanche, si l'on remet l'université au centre de tous les dispositifs de certification, c'est-à-dire si on revient à l'idée que l'université ne sait faire qu'une et une seule chose, c'est-à-dire certifier. Certifier un niveau de progression dans une discipline. Et qu'on est bien d'accord pour dire qu'on ne peut pas former un enseignant sans qu'il passe par l'université. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont formés en dehors des universités. Aujourd'hui, des universités privées donnent le doctorat, ou des écoles donnent le doctorat. Bref, remettons l'université au centre du dispositif, arc-boutons l'université sur ses disciplines, lions les disciplines à l'agrégation, et vous aurez assez vite retissé le lien entre les savoirs fondamentaux à l'école, les disciplines à agrégation et les étages de l'université. Et ça ira mieux. Dans le vocabulaire de ces nouvelles études ou cette nouvelle université, vous trouvez un objectif, un telos, qui n'est plus la recherche en soi, mais qui est modifier les comportements, conscientiser les gens, c'est-à-dire une démarche de militantisme actif. Lorsque Bloch utilise la géographie, lorsque Le Goff explose les cadres de la pensée, lorsque Mircea Eliade fait de l'anthropo, de l'ethno, et ramène tout ça pour apporter des livres sur le chamanisme, son but n'est pas de conscientiser les populations au chamanisme, ni de convertir la France au chamanisme. Il est de documenter. On revient à quelque chose qui, pour le coup, est peut-être abscon et pédant, mais ce qui est la nature autotélique de la recherche. Télos, c'est le but, autotélique, il ne faut avoir que soi-même comme objectif. Si le but est politique, si la visée est morale, si la visée est sociologique, alors la recherche n'est plus au service de la vérité, elle est au service du bien. Elle n'est plus de la recherche, elle devient une morale. Le critère est aussi simple que ça. Est-ce que tu travailles sur le bien ou est-ce que tu travailles sur le vrai ? Le vrai n'est pas forcément bon pour la société, et le bien n'est pas forcément vrai. On revient sur des vieilles choses, mais je pense que Bloch en était conscient, et je pense que certains de nos collègues l'ont oublié.